Bonjour à tous, on a le plaisir aujourd'hui d'être avec Gorka Gonzalez de la BPI pour vous parler de private equity. Donc c'est la tendance du moment avec beaucoup d'investisseurs qui nous demandent de plus en plus d'avoir accès à cette classe d'actifs. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que ça nourrit deux principaux objectifs qui sont, on parlera aussi des risques bien sûr et des contraintes, mais les performances et surtout l'investissement direct dans l'économie française. Donc aujourd'hui, on va vous parler un petit peu du private equity, des risques, des opportunités, des tendances, et vous présenter le fonds BPI Entreprise 3 avec Gorka. Et je vais te laisser te présenter peut-être en 2 minutes. Merci beaucoup de l'invitation. Ravi d'être là pour parler de notre classe d'actifs. Ça vaut la peine, c'est une classe d'actifs à part entière, le capital investissement au private equity en anglais. Moi, je m'occupe de l'activité chez BPI de conception des fonds à destination des particuliers qu'on a lancé en 2020 pour deux simples raisons. On pensait jusqu'à la loi PAC 2019, c'était une classe d'actifs plutôt institutionnelle dédiée aux clients très fortunés. Et on pense chez BPI qu'il est sain de partager un peu la création de valeur de la classe d'actifs et également que c'est intéressant de mobiliser de l'épargne des Français pour la flécher vers l'économie réelle et de proximité. Voilà un peu ma mission chez BPI. D'accord. Il faut voir que la BPI, pour ceux qui savent, ceux qui savent pas surtout, c'est la Banque publique d'investissement française. Tu peux nous parler un petit peu des chiffres clés de la BPI? Aujourd'hui, je crois que c'est presque 40 milliards sous gestion. Il faut savoir qu'on a la chance d'avoir la BPI en France. C'est une vraie spécificité. C'est un petit peu notre fonds, enfin, je ne vais pas dire notre fonds souverain, mais pas loin. Elle a investi, tu vas nous dire combien et dans quel type de société. Je crois que toutes les dernières grosses pépites françaises ont été accompagnées par la BPI et n'auraient peut-être pas choisi la France s'il n'y avait pas eu la BPI, justement. Alors, effectivement, comme tu dis, je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir une banque de développement qui a aussi un rôle un peu de fonds souverain puisqu'on investit beaucoup en fonds propres. Aujourd'hui, on gère plus de 55 milliards d'encours sous gestion, notamment dans les non-cotés, ce qui fait de nous une des principales sociétés de gestion spécialisées dans les non-cotés en France. Mais BPI, c'est avant tout la banque des entrepreneurs. En fait, on se veut vraiment une banque qui accompagne les startups, les PME, les ETI en financement. Donc, on fait du crédit, on fait de la garantie, c'est-à-dire qu'on prend le risque de crédit commercial d'autres banques. On fait de l'accompagnement à l'export. Donc, on a toute une boîte à outils pour permettre aux PME d'exporter. Et on fait aussi de l'accompagnement, c'est-à-dire on est la plus grosse boîte de conseil. On fait du conseil auprès des chefs d'entreprise. Et finalement, le métier auquel j'appartiens, de l'investissement. Du conseil payant? On fait du conseil qui est payant, mais très concurrentiel. Ouais, notre rôle, c'est qu'on arrive dans une PME et on va faire un 360 avec le chef d'entreprise. On va identifier des axes d'amélioration comme l'export, la décarbo, des choses comme ça. Et ça, c'est un métier effectivement qui est moins connu de la BPI. Et pour ma part, je suis dans la partie investissement, donc BPI France Investissement, la société de gestion du groupe, avec effectivement une activité d'investissement direct, on va en parler tout à l'heure, et une partie aussi d'investissement dans les fonds de private equity français avec un énorme effet des multiplicateurs, parce que pour un euro qu'on investit, nos fonds partenaires lèvent 5 euros. Et ça dynamise énormément l'écosystème du financement en France, notamment vis-à-vis des PME et des ETI non cotées. Canon. Il faut savoir que la France aujourd'hui est un écosystème hyper prisé, notamment dans l'intelligence artificielle ou dans les secteurs de la tech, etc., où Paris est devenu un hub majeur mondial, surtout européen. C'est notamment dû aux infrastructures, mais surtout à la capacité aussi d'obtenir des financements, l'accompagnement et toutes les notions de réseau. Et la BPI, elle a vraiment un rôle essentiel là-dedans. On peut citer dans les dernières sociétés très connues qui ont été accompagnées par les BPI des super success stories françaises. Enfin là, en ce moment, il y a Mistral AI, je crois, que vous accompagnez, mais on a aussi des boîtes comme Sendinblue, on a je sais pas, des Blablacar, comment il s'appelle, Doctolib et toutes ces sociétés qui ont été accompagnées. J'avais regardé la liste encore une fois pour la mettre à jour, c'est assez incroyable, hein. Il y a une liste qui est sans fin en réalité. Même du large cap, j'ai vu CMA CGM, j'ai vu des trucs. D'ailleurs, comment ça se fait que vous investissez aussi dans les sociétés cotées françaises? On a un portefeuille très large. On a un portefeuille très large qui va du small cap, on reviendra au small cap parce que c'est vraiment un savoir-faire de BPI. On est la seule équipe en France qui a 60 investisseurs en région, qui sourcent les deals, qui exécutent les deals et qui suivent les participations auprès de PME régionales, et on met un ticket entre 500 000 et 7 millions.
mais on fait aussi du mid-cap, hein, on fait des tickets à partir de 7 millions à 15 à 20 millions, et on fait de l'ETI, donc à partir de 15 millions jusqu'à plusieurs centaines de millions, dont des exemples que tu as cités. Mistral en fait partie. BPI a un plan d'accompagnement de l'IA d'investissement de 3 milliards dans les prochaines années. Donc effectivement, on est toujours alors ça c'est important, on est toujours en co-investissement et on va toujours être minoritaire, c'est-à-dire qu'il faut un sponsor qui fasse un deal pour que nous on accompagne cette opération-là. Ce qui fait qu'on fait beaucoup de deals. D'ailleurs, quand on regarde les classements des fournisseurs de données indépendants comme PitchBook, on est en Europe le numéro 1 en nombre de deals acteurs. On est ceux qui font le plus de deals en Europe et dans le monde. Là, en 2023, on est ressorti comme le deuxième. Même nous, on était surpris. C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'on fait beaucoup de deals, que ce soit des deals dans des PME, dans des entreprises de taille intermédiaire ou dans des ETI. Et donc, voilà, mais toujours en co-investissement et toujours en minoritaire. C'est ça un peu la mission de BPI, d'accompagner l'écosystème dans le financement en fonds propres. Bah écoute, canon. On va essayer de reprendre un petit peu la cordée avec, parce que là on pourrait parler pendant 2 heures. C'est vrai qu'il faut qu'on reprenne un petit peu le fil rouge. On va essayer déjà de parler rapidement du private equity. Qu'est-ce que c'est, même si la plupart du temps, aujourd'hui, c'est une classe d'actifs qui commence à être démocratisée un petit peu, même si on n'aime pas le terme. Le private equity, c'est tout ce qui est actif non coté, qui s'oppose au marché coté. Le marché coté, donc, c'est tous les marchés qui sont sur des plateformes organisées comme le CAC 40, qui veut dire cotation assistée en continu, pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, ou le S&P 500, ces indices américains. Tout le reste, c'est du non-coté. On a souvent tendance à mélanger petites sociétés et non-coté. C'est pas le cas. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de Hermès et Chanel. Hermès, c'est coté. C'est une énorme société dans le luxe. Chanel, c'est non-coté. C'est encore plus gros qu'Hermès en chiffre d'affaires, en EBIT, etc., au dernier chiffre connu. Et c'est une société qui est non-cotée. Donc, vous allez avoir à la fois dans le private equity plusieurs typologies de classes d'actifs, de sous-classes d'actifs, on va dire. Il y a les fonds de LBO, le venture, le growth, le venture, c'est les petites sociétés, la dette privée, l'infrastructure. Tu peux nous parler un petit peu des différences, par exemple, entre un fonds de LBO et un fonds de venture ou un fonds d'infrastructure, par exemple? Alors, peut-être pour revenir sur le côté non-côté, c'est complémentaire parce que tout ça est vraiment fait partie du continuum de financement. C'est-à-dire, c'est la boîte à outils qui existe pour fournir du financement aux entreprises et qu'elles puissent se développer. Alors, sur le non-coté, effectivement, tu as cité, il y a le private equity, il y a la dette privée, il y a l'infrastructure, il y a l'immobilier, il y a même les actifs tangibles que vous connaissez, puisque vous êtes un allocateur d'actifs global avec une poche de diversification qui peut même investir sur ces actifs tangibles. Sur le private equity, globalement, effectivement, on a la grande famille, c'est en fonction de la phase de maturité dans laquelle on intervient, c'est-à-dire on commence sur l'innovation qui commence sur du capital amorçage, c'est-à-dire qu'on va accompagner des faiseurs de projets qui ont besoin d'une première levée de fonds propres pour concrétiser ce projet-là. Donc, ce qu'on appelle la grande famille on va dire, de l'innovation, du venture capital. Donc, on est souvent sur des entreprises qui sont peu matures, sur des entreprises qui ont peut-être peu de chiffre d'affaires ou qui commencent à faire du chiffre d'affaires, et en tout cas, qui ne sont pas rentables, qui ne sont pas profitables. Donc, potentiel de croissance important, mais également risque assez élevé qui est une faillite ou un problème, un accident de parcours. Je diviserai en deux grandes parties. Et l'autre partie, on est ce qu'on a le capital développement transmission, qui est lui pour accompagner plutôt le développement d'entreprises déjà établies, qui ont un chiffre d'affaires et qui sont profitables. Et souvent, on va intervenir ou bien pour développer leur croissance, ou bien pour assurer une transmission d'entreprise parce qu'il y a un changement de management, ainsi de suite. Donc, on a un peu ces deux grands univers, l'innovation ou en anglais venture capital et le capital développement de transmission, ou qu'on dit en anglais aussi leverage buyout, dans lequel on va aussi mettre de la dette, c'est-à-dire on va faire du levier, on va venir investir, le LBO c'est 50% en résumé equity, 50% dette, ce qui va permettre aussi, on va dire mécaniquement, de tirer vers le haut les TRI. À partir du moment où on a du levier, le TRI effectivement il peut être leveragé. Pour ceux qui ne comprennent pas, l'equity c'est la partie action, on va dire quand on cède des actions de sa société,
Et la dette, c'est quand on fait du crédit, bien sûr, pour financer ses propres projets. Parce que paradoxalement, parfois, on accompagne des familles, tu vois, chez Cheval Blanc Patrimoine, qui vont, jamais en dire qu'on va nos clients vont de 10 000 à 150 millions d'euros confiés. Donc, c'est vraiment un grand écart. Et dedans, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parfois, on a des clients qui ont été, je sais pas, monter des chaînes de cabinets de vétérinaires, par exemple, tu vois, avec 3-4 cabinets, qui ont donc plusieurs dizaines de millions d'euros de patrimoine, mais qui ne savent pas ce que c'est que l'equity, qui ne savent pas ce que c'est que le LBO ou l'infrastructure. Donc on essaye de faire un travail pédagogique simple et de démocratiser un petit peu tout ça. Et parfois je reprends des définitions parce qu'on me les demande. Et voilà, donc c'est assez important de comprendre ça. En France, j'ai vu hier d'ailleurs passer une petite vidéo qui expliquait que Dailymotion, le YouTube français, était né avant YouTube avec une meilleure technologie au début, mais que quand Dailymotion faisait une levée de fonds, YouTube en faisait une avec un zéro en plus et que ça leur a permis d'aller plus vite. Et tu as mis le doigt en parlant sur quelque chose d'intéressant, c'est que la partie de ces fonds qui ne sont pas rentables mais qu'on accompagne parce qu'elles ont un gros nombre de users, etc. et qu'elles ont un marché futur, c'est assez important et d'avoir des investisseurs comme la BPI qui soutiennent ce type de secteur, c'est vraiment super important. C'est clair ce que tu dis et ça touche à la culture du risque et à la culture entrepreneuriale. C'est très important si on veut avoir les champions technologiques de demain dans l'intelligence artificielle, dans d'autres secteurs comme le quantique et ainsi de suite, qui est effectivement des investisseurs comme la BPI, des investisseurs institutionnels et des investisseurs privés qui assument cette prise de risque. Sur des horizons d'investissement qui sont assez longs. Le private equity, on en parlera, mais je pense que c'est important de rappeler deux éléments. Moi, j'aime bien dire, quand j'explique à mes enfants, tu fais quoi, papa? Et j'ai dit, voilà, je fais des solutions d'investissement sur un investissement qui a deux particularités. Un, c'est un investissement patient, donc il faut être patient, il faut attendre souvent, les fonds, c'est 10 plus 2 ans. Et une période de détention des participations sous-jacentes entre 6 et 7 ans pour du capital développement, pour des entreprises matures. Si on est sur le venture capital, on est souvent sur des durées de détention de 8-10 ans. Oui. Donc il faut assumer cette patience. Et le deuxième élément que j'aime bien, c'est un capital militant. Pourquoi ? Oui. Parce que quand on investit en private equity, les investisseurs, ils prennent une place minimum au board, au conseil d'administration. Donc, si c'est minoritaire, ils n'auront pas le contrôle, mais beaucoup de fonds sont majoritaires, c'est-à-dire qu'ils prennent le contrôle du conseil d'administration, qui est l'organe qui va décider de la stratégie et de l'avenir de l'entreprise. Donc, ce côté militant est très important, il est aussi très engageant. On n'est pas simplement des investisseurs financiers, on est des partenaires qui peuvent travailler sur un ensemble de sujets, comme on appelle nous les initiatives opérationnelles, pour améliorer les marges de la société, le chiffre d'affaires, voire pour réduire les coûts. Donc ça, ce côté patient et militant du private equity, en assumant une durée longue et en assumant le risque, est important par rapport à d'autres classes d'actifs. On peut faire des entrées de sortie, on peut faire des paris courts. Là, c'est pas possible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, on voit, c'est marrant cette analogie que tu fais avec expliquer le métier aux enfants. Il faut toujours essayer d'expliquer et toujours comprendre, n'investir que dans ce qu'on comprend, on va dire. Parce que parfois, il y a beaucoup de pièges avec la digitalisation, etc. Et de bien expliquer toujours ce qu'on fait. Moi, tu m'as rappelé un truc, ma fille expliquait à mon fils ce que je faisais dans la vie. Et Joshua, il a 6 ans, il vient d'avoir 6 ans. Elle lui disait, papa, tu lui donnes un peu d'argent et un peu plus tard, il te rend plus d'argent. Ce serait bien si c'était aussi simple à tous les coups. Et du coup, il avait envie de me donner sa tirelire. Hein, mais en tout cas, le private equity, c'est d'investir. C'est aussi la possibilité d'avoir des pertes de temps en temps. On est d'accord qu'il y a toujours cette contrainte de temps qui est super important. Et cette courbe en J que tu viens de bien expliquer, en tout cas qui permet de dire qu'on investit. Au début, il faut du temps pour que ça se construise. Il y a souvent des pertes. Et puis après, ça remonte comme on peut le voir sur le visuel qu'on a mis en ligne. Donc on vient de bien comprendre en tout cas le cycle de vie d'un fonds de private equity, le rôle de la BPI. Nous on a fait un audit sur nos clients. On leur demandait pendant des années quels sont les 5 objectifs que vous mettez dans l'ordre pour la vie de votre patrimoine. C'est assez dingue. Hein. Le premier qui revient tout le temps, alors dès qu'il y a une famille, je veux protéger ma famille, protéger mes enfants, etc., etc. Le deuxième, on pensait que c'était
peut-être optimiser la fiscalité, etc. Ouais, c'est performance. Ouais. Largement devant, je veux générer des performances. Les gens en ont marre de pas faire des performances en fait, ils en ont marre d'avoir eu... On en parlait tous les deux tout à l'heure avant de commencer, que les Américains, les enfants, ils leur donnent une action Google, nous on donne un livret A. Et c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir une épargne de précaution, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure avec beaucoup de prudence, et tu as raison, et il faut une épargne de précaution. Mais à côté de ça, il faut aussi donner du sens à son patrimoine et investir dans notre économie réelle si on veut permettre l'essor de champions. Tu vois, là, tu es dans la gestion patrimoniale. C'est-à-dire, la gestion patrimoniale, tu la conçois une fois que tu as constitué ton épargne de précaution. Une épargne de précaution, c'est souvent une épargne dont j'ai besoin pour vivre pendant 3-6 mois. Une fois que tu as ça, tu rentres dans l'allocation, dans ta gestion patrimoniale. On n'a peut-être pas dit quelque chose, mais qui est private equity, il y a deux mots. Il y a private equity, donc equity, ça veut dire c'est des actions, on investit dans des actions. Dans des actions de sociétés non cotées, privées. Et ce côté privé est aussi assez important parce que l'information est moins transparente et disponible que sur les marchés cotés. Ça reste un univers privé malgré le fait effectivement qu'il y a eu beaucoup d'efforts de démocratisation. La réglementation, MiFID II, le régulateur aide beaucoup à transpariser, mais on est quand même sur une classe d'actifs privés, on va dire de gré à gré, on n'est pas sur un marché régulé. Ce qui fait les avantages, les limites et les inconvénients aussi de la classe d'actifs. Mais avant tout, je dirais, c'est un investissement en actions d'entreprises non cotées. Oui, on est d'accord, et tu expliques, tout à l'heure je parlais de Chanel et de Hermès, les derniers chiffres de Chanel, ils datent de 2023 je crois, et pour avoir les nouveaux, enfin, tu as des chiffres, mais pour avoir, on va dire, toute la stratégie, etc., il faut attendre qu'ils aient envie de le faire, hein, puisqu'ils dépendent de personnes. Donc on voulait parler un petit peu quand même, parce que ce qui compte c'est la performance, on l'a compris. Les Français, ils ont envie de performer, quoi. Ils ont envie que leur argent il ait du sens, mais ils ont aussi, on leur a dit, la pyramide des âges c'est devenu une bonbonne, hein, on l'a tous vu. Aujourd'hui, ils ont besoin de générer du capital pour leur retraite. On a une forte épargne en France. On a un pays, on en parlait aussi tout à l'heure, qui est le deuxième pays en nombre de millionnaires dans le monde du fait de la puissance de l'immobilier et de son poids. Et sur la partie en revanche financière, on a tout le Benelux qui est un petit peu devant nous, etc. Mais les Français ont quand même un petit peu d'argent. Et la question qu'ils peuvent se poser, c'est comment est-ce que je peux faire de mon mieux pour aller investir dans des solutions d'investissement qui vont me permettre de générer des performances quand je suis prêt à avoir un horizon de placement de, je sais pas, 8, 10 ans, comme on en a parlé tout à l'heure. Et donc là, on va revenir dessus tout à l'heure, mais il y a le fonds BPI France Entreprise 3 qui va sortir, et c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel dans sa structure, puisqu'il sera éligible à partir de 500 euros et jusqu'à 50 000 euros. Donc le but, c'est vraiment sur cette part-là, elle est là pour démocratiser le private equity auprès des Français et donner un accès, en tout cas, il y a un côté éducatif aussi. Et la première question, c'est de faire un petit tour peut-être sur les rendements du private equity vs les marchés cotés. Là, c'est vrai qu'on parle de taux de rendement interne, c'est-à-dire combien je mets au début et combien je récupère à la fin, à quel taux aurait dû travailler mon argent si jamais je l'avais mis sur une classe d'actifs, sur un livret A par exemple. Si je place 100 en private equity et que je récupère, je sais pas, 150 à la fin, quel est le taux de rendement? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des rendements, peut-être un petit peu historiques ou de ce que tu sais, tu en as bien parlé tout à l'heure? Alors, si on parle des rendements, d'abord dire performance passée ne préjuge pas performance future. Voilà, il y a un risque de perte en capital. On va dire qu'il y a deux types de rendements. Il y a le rendement historique du private equity, si on regarde les chiffres de France Invest, qui est l'association des professionnels de private equity, sur 10 ans, on est à 13% de TRI sur des fonds institutionnels. Ce qui surperforme est le CAC, même dividendes réinvestis, et l'immobilier de bureau, et les hedge funds. Et là, j'ai en tête vraiment l'étude de France Invest qui est publique, vous pouvez la consulter, et c'est France Invest qui fait ça tous les ans. Ça, c'est plutôt, on va dire, le private equity pour les institutionnels et une clientèle avertie. Pourquoi? Vous savez, le private equity, c'est un peu différent. Vous investissez pas le jour J et vous récupérez quand vous voulez 3 ans après. Il y a la courbe en J ou un appel de fonds successifs qui permet aux gérants d'investir au fil de l'eau. Les solutions pour les particuliers, on va dire à partir de 500 euros, nous on fait des solutions simples et très diversifiées. On ne fait pas de compromis sur la diversification parce qu'on pense qu'un particulier qui va mettre peut-être un ticket dans sa vie ou plusieurs tickets a le droit d'avoir accès à un portefeuille très diversifié pour mitiger le risque de perte en capital, même si celui-ci subsiste. Du coup, ces solutions qui sont pour les particuliers, elles sont, on va dire, nous par exemple, l'objectif de rendement du fonds, c'est 10% de TRI net.
mais elles peuvent être entre 8 et 18%. Pourquoi elles sont entre guillemets moins performantes? Parce que d'une part, on fait un seul appel de fonds. Il n'y a pas d'appel successif, donc ça, c'est un impact mathématique de 30% ou 40% sur le TRI. C'est-à-dire qu'un fonds qui aurait les appels de fonds, archi complexes, ceci dit, faut comprendre les appels de fonds. Parfois, en private equity, vous placez 100 000 euros, mais la société de gestion va appeler les capitaux au fil de l'eau pendant les 5 prochaines années, disons. Donc, on peut 20% vous appeler, par exemple. 20% par an, donc 20 000 euros la première année, 20 000 euros la deuxième année, jusqu'à l'année 5. D'une part, ça mobilise aussi votre épargne, quelque part, elle est là, mais elle est figée. Donc après, nous, ce qu'on fait généralement quand on fait ça, c'est qu'on a des plans pour l'épargne à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec du court terme, la plupart du temps, et on investit ces fonds. Donc, comme le capital n'est investi, n'est appelé qu'au moment où il va être à son emploi, il y a un effet de doper le rendement. C'est pour ça qu'il faut faire attention entre les fonds qui vous appellent les capitaux d'un coup, sur lesquels vous allez avoir un effet négatif sur le taux de rendement, et les fonds qui appellent les capitaux en plusieurs fois. Ceci dit, aujourd'hui, il est extrêmement complexe pour des clients privés de faire appel à de l'appel de fonds successif. Donc, quand sur ce type de fonds, on a la chance d'avoir accès à des fonds comme celui de la BPI, il y a un appel de fonds unique, ce qui est le cas dans plusieurs cas aujourd'hui. On parlait tout à l'heure qu'on travaille avec Archimède, par exemple, ce type de sociétés qui sont assez extraordinaires sur des fonds Evergreen, EPVE3, etc. aussi, certains de tes confrères qui font des appels de fonds en une fois également. Donc, tu nous as expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Et après, tu peux nous expliquer justement les sorties après, comment ça fonctionne, etc. Donc, au fait, voilà, c'est ce qui fait la différence à les fonds institutionnels. Il y a aussi, on a plus de cash dans les fonds à destination des particuliers pour assurer le bon fonctionnement du fonds. Donc, ça fait que en termes de TRI, le TRI, c'est un taux d'actualisation des flux financiers. Le TRI est minoré. Après, nous, le fonds BPI France Entreprise 3, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une stratégie secondaire. Et pourquoi on a fait du secondaire? Je pense que c'est important de le dire. Le secondaire, c'est une astuce, on va dire, pour investir dans le private equity. Et donc, du coup, d'avoir des durées plus courtes, au fait, c'est le marché de l'occasion du private equity. Ou dans le bon sens, c'est le marché du reconditionnement. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer comme le premier investisseur. On va quelque part rentrer une fois que un investisseur a déjà investi, on va racheter les parts de l'investisseur existant. Donc ça a 3 avantages majeurs pour le particulier. Le premier, c'est qu'on arrive à être sur des durées plus courtes. Le fonds BPI France Entreprise 3, on est sur une durée de 7 ans qui peut être prorogée 3 fois. On arrive à avoir accès tout de suite, et ça c'est assez important, à un portefeuille déjà constitué. BPI France Entreprise 3, c'est 1200 sociétés non cotées. C'est-à-dire que demain, tu mets 500 €, tu as accès directement à une exposition de 1200 sociétés non cotées, dont la 2 tiers sont en France. Donc, on a accès à un portefeuille existant. Ce qui n'est pas, on va dire, le cas du private equity primaire, qui prend 3-4 ans à investir. Et le dernier élément, c'est effectivement que comme c'est du secondaire et on rentre pas les premiers, et que les entreprises sont là depuis plusieurs années. Depuis, nous, on a pris des fonds dans lesquels on a investi en 2017, 18, 19. On renvoie l'argent plus rapidement. C'est-à-dire qu'on peut attendre des distributions plus rapidement, ce qui mécaniquement pourrait permettre d'avoir un TRI assez intéressant. Donc ça, comment nous on gère les sorties? C'est assez simple. Sur le secondaire, on a pris des fonds dans lesquels BPI avait investi pour fonds propres en 2017, 18, 19. Ces fonds-là suivent leur cycle de vie et dès que nous, ces fonds-là font des cessions d'actifs et on récupère une somme d'argent significative, on la remonte aux particuliers qui ont investi dans le fonds BPI France Entreprise 3. Après, on fait des produits simples, c'est-à-dire qu'on ne va pas remonter, on pourrait remonter 4 fois par an éventuellement de l'argent, on remonte une fois qu'on a un montant significatif. Ce qui, par ailleurs, détériore le TRI, parce que si on remontait de façon plus fréquente, on aurait un TRI plus élevé. Mais on préfère faire des choses simples qui sont, on pense, plus adaptées aux particuliers. J'ai mis les chiffres un petit peu sous les yeux, donc c'est vrai que là, ce qu'on comprend bien, c'est que la performance nette des études France Invest, il faut faire attention, parce qu'on voit beaucoup cette étude, nous on avait fait l'erreur à un moment donné de la présenter aussi brute à nos clients, c'est le taux de rendement interne qui est celui d'un institutionnel qui a investi dans le fonds. Donc en fait, le 13,3 avec les appels de fonds vs le 13,3% par an sans les appels de fonds, il y aurait eu un écart de grosso modo 3%, un bon tiers, 3-4%. Ouais. C'est-à-dire que le TRI de 13 net moyen
sur 10 ans devient un TRI de 10. Alors, il faut comprendre que le TRI de 13 moyen qui devient 10, même 10, aujourd'hui, ça correspond les bons qui font 20 et les mauvais qui font 0, grosso modo. Hein. Et dans cette grande moyenne, on va avoir d'énormes sociétés de gestion françaises. On a la chance d'avoir un écosystème de grande qualité en France, hein, avec des tas de boîtes qui font bien les choses, et la BPI en fait partie. On a vu aussi que quand on regarde les performances plus lointaines, là, il y a celle de 1987, on était qu'à 11%, et là ça a tendance à baisser un petit peu. Il y a eu l'âge d'or des performances du private equity les dernières années, qui est peut-être aussi dû au LBO avec les taux de crédit qui étaient extrêmement bas. Tu peux nous dire un mot là-dessus? Est-ce que c'est encore le moment finalement? Alors c'est assez paradoxal parce que on dit qu'on peut pas timer le private equity. C'est vrai, il faut mieux investir régulièrement. Les meilleurs millésimes sont les millésimes post-Global Financial Crisis. C'est-à-dire les meilleurs millésimes, c'est quand le gérant a commencé à constituer son fonds, à déployer de l'argent en 2010-2011. C'est ce qui a fait les plus beaux millésimes. Pourquoi? Parce que effectivement, on rentrait à un point assez bas, et puis il y a tout le travail, la période de détention de 5-6 ans qui permettait ensuite de sortir dans un contexte économique plutôt porteur. On va dire que les rendements pour les particuliers, encore une fois, hein, si on prend le 13,3 qui est un rendement institutionnel, comme tu disais, on prend l'appel en une seule fois, déjà tu enlèves 3-4%. Tu prends cette poche de liquidité qui est nécessaire à faire fonctionner un fonds retail parce que quelque part on doit assurer certains rachats sur des cas réglementaires, de décès, d'invalidité, de fin de droit de chômage. Il faut du cash dans le fonds. Donc ça, les instituts ne l'ont pas. Donc ça baisse encore un peu. Et puis, très important, le private equity est une classe assez particulière, mal connue. Donc on a besoin plutôt d'intermédiaires qui la présentent, qui l'expliquent, des intermédiaires qui font un conseil en investissement. Et ça se rémunère. Et donc cette rémunération n'existe pas, ce setup n'existe pas dans le monde institutionnel. Dans le monde institutionnel, on a les fonds et les investisseurs. Il n'y a pas d'intermédiaire au milieu. Donc tout ça fait que le rendement de private equity, si on prend le chiffre de France Invest pour les particuliers, c'est plutôt, on est autour de 6% net. Après, encore une fois, l'élément le plus déterminant quand on constitue un portefeuille de private equity, toutes les études montrent que l'élément le plus fort en termes de diversification, c'est les millésimes. C'est-à-dire, c'est investir, constituer un portefeuille qui investit dans plusieurs millésimes. C'est comme le vin. On constitue une cave à vin. Il ne faut jamais constituer une cave à vin en prenant le même millésime parce que on sait très bien qu'une année peut être moyenne, bonne ou très bonne. Et le private equity, c'est la même chose. Il y a plusieurs éléments de diversification, critères. Le premier, c'est vraiment le millésime. C'est pour ça que nous, chaque fois qu'on constitue des fonds, le portefeuille est constitué de plusieurs millésimes. Pour Bpifrance Entreprise 3, encore une fois, on a 76 fonds sous-jacents, millésime 2017, 18, 19. 76 fonds. 76 fonds sous-jacents qui représentent… un fonds de 76 fonds qui représente 1200 sociétés. Ouais. Donc c'est une bonne question, tu vois, parce que là, quand on parle de risque, finalement, à l'intérieur, j'imagine qu'il y a du small, du mid, peut-être un peu plus grosse société. Il y a de l'innovation, il y a de la start-up. Il y a ouais. En réalité, le risque, il est quand même dilué. C'est-à-dire que tu es quand même sur 1200 sociétés. C'est-à-dire que pour que ton risque en capital soit existant, enfin, on dit qu'on peut perdre l'intégralité de son capital, il faudrait que tu aies 1200 sociétés à la cave. Statistiquement, c'est peu probable. Pourquoi? Parce qu'on est d'une part, sur un portefeuille très atomisé de 1200 sociétés. Il n'y a pas de gros grumeaux. Donc ça, c'est important. Et deuxièmement, on est déjà exposé, c'est-à-dire qu'on est rentré en cours de route. Donc les sociétés dans lesquelles on est exposé, elles ont déjà une certaine maturité. Bon, même les startups, mais on a plus de visibilité sur ce portefeuille secondaire que sur un portefeuille primaire qu'on constituerait dès le premier jour. Donc il y a deux éléments qui mitigent le risque. C'est effectivement la grande diversification, c'est 76 sous-jacents à ces 1200 sociétés, et le fait qu'on rentre en cours de route. Il y a un inconvénient de rentrer en cours de route, il faut le dire, c'est que la perspective de rendement est inférieure. C'est-à-dire que les premiers investisseurs qui sont sortis, ils ont pris une partie de la création de valeur et nous laissent ce qui reste, la plus-value latente, mais ce qui reste. Donc voilà, donc l'inconvénient du secondaire, c'est aussi que la performance absolue qu'on peut aller chercher est minorée par rapport à un investisseur qui est là depuis le début, logiquement. C'est un peu c'est dérisqué, mais on a moins de performance à en tirer. On parle beaucoup de TRI, mais nous, les instituts, on parle beaucoup de multiples.
Oui. Alors le multiple, l'enfant, ton fils, c'est ce que disait ton fils, Ouais. c'est voilà papa, je te laisse 100 euros, combien tu me rends à la fin? Et donc nous on dit bah un fonds de private equity, au moins il doit rendre allez 150, 160, 170 euros en fonction de la stratégie, en fonction du millésime. Ça pour des institutionnels. Ça on utilise beaucoup dans l'institutionnel parce que nous on est plutôt comme on dit investisseur buy and hold, c'est-à-dire on a vocation à rester jusqu'à la fin. Et donc, on raisonne beaucoup en multiples. Mais le multiple est assez simple parce que, voilà, je te donne 1 euro, je récupère combien à la fin. Le problème du multiple, c'est que c'est très bête et simple. Il ne prend pas du tout en compte l'horizon de temps. Peu importe si tu me rends 1,5 euro au bout de 10 ans ou au bout de 5 ans. Et ça, effectivement, en théorie, c'est pas du tout la même chose. On est d'accord. Mais tu vois, tu as deux indicateurs. Tu as effectivement le TRI qui a un taux d'actualisation des flux financiers qui est assez complexe. On ne peut pas le calculer à la main. Il faut tirer quand même un fichier Excel. Et tu as le multiple qui est très simple, qui te dit, bah voilà, sur 1 euro que j'ai investi, combien tu m'as rendu? Et donc celui-là, il est assez stable, il est assez facile à comprendre. Pour le calculer le TRI, d'ailleurs, j'ai un petit tuyau. Tu vois, c'est la règle des 72. Tu multiplies 72 par le nombre d'années et tu sens combien de temps tu dois avoir pour multiplier ton capital par 2. Tu fais 72 divisé par 10, ça fait 7%. Ouais. Pour faire doubler ton capital en 10 ans, il faut faire 7,2%, etc., etc. Et pour doubler ton capital à 2% sur un livret, donc il te faut 36 ans. Ouais. Et donc c'est là quand même que c'est important parce qu'on voit que entre 6 et 8% qui est un objectif cible, on va dire bas de la fourchette basse du fonds BPI France Entreprise 3. Tu doubles tes capitaux à 10 ans, quoi. Grosso modo, c'est un petit peu. Le fonds a une durée de 7 ans, parce qu'on est sur du secondaire et on pourrait sortir au bout de 7 ans, mais on se donne effectivement 3 fenêtres, 3 prorogations. Parce que une des beautés du private equity, et je pense qu'il faut garder, en contrepartie d'avoir des durées plus longues, alors le private equity a un autre élément aussi. Tu choisis quand tu rentres, mais tu choisis pas en tant qu'investisseur quand tu sors. Et ça, c'est important de le dire. Donc tu peux pas récupérer tes billes quand tu as un coup dur ou quand tu as un projet de vie. Et c'est important de garder ça. C'est un des facteurs qui crée la valeur du private equity. C'est-à-dire que c'est le gérant qui va décider quelle est la fenêtre de sortie la plus optimum. Alors il a une durée de vie infinie, donc infinie peut pas dire, il peut pas retarder séculum aeternam sa sortie. Néanmoins, avec, tu vois, avec ces 3 fenêtres, ces 3 prorogations de 3 ans, c'est intéressant parce que, mettons, on est en 2025, on a sorti le fonds en septembre, on a sorti le fonds le 18 septembre 2024 et il clôture là en septembre. 7 ans, ça fait 2031. Qu'est-ce qui se passe en 2031 si un contexte de marché ou un contexte macroéconomique très stressé, très dégradé? Bah, peut-être qu'on va pas liquider la queue du portefeuille, on va attendre 1 ou 2 ans. Et ça, c'est vraiment dans l'intérêt des porteurs de parts de dire on ne va pas brader vos actifs, on préfère attendre pour en obtenir un meilleur prix. Et ça, c'est vraiment un des facteurs qui fait que le private equity, à court terme, quand il y a des bruits de marché, quand il y a des turbulences de marché, quand tu as un tweet d'un président américain, à court terme, ça n'a pas trop d'impact sur les valeurs, à court terme. Mais ça, c'est bien que tu en parles. J'étais sur le slide là que tout le monde voit sur les contraintes. Donc, il faut savoir que le private equity, c'est une classe d'actifs qui est liquide avec un horizon long terme. Comme tu viens de l'expliquer, effectivement, on décide quand on rentre, mais on décide pas quand on sort. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué puisque même si on a un accident de vie, etc., le capital, il est bloqué. Il y a des barrières à l'entrée, donc comme on le disait, les minimums d'investissement, etc. Mais là, pour ce fonds-là, on est à 500 € et les risques opérationnels de marché dont tu viens de parler, le marché peut être stressé à des moments, on peut faire de la perte sur ces fonds de private equity. Je crois que sur ce fonds-là, il y avait quand même des fenêtres de sortie pour des cas extrêmes, non? Non, il n'y a pas de frais de sortie. Donc il y a des cas de rachat exceptionnels qui sont réglementaires, mais en cas de rachat exceptionnel, il n'y a pas de frais de sortie. Ah oui, d'accord, ok. Mais tu vois, sur le risque opérationnel de marché, il y a un autre élément, il faut dire, on dit souvent le private equity est une classe d'actifs chère. Bah évidemment, c'est plus cher que les ETF, que la gestion passive. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Le private equity, il n'y a pas vraiment d'ETF de private equity. Il est très dur à faire du scale-up. Pourquoi? Parce que quand vous avez un investisseur, s'il siège au conseil d'administration d'une boîte d'un côté, il ne peut pas être à 30 conseils d'administration d'une boîte d'un côté. Il ne peut pas suivre 30 boîtes d'un côté. Donc sa capacité humaine pour suivre la boîte, pour influencer la gouvernance, pour travailler sur des qu'on appelle des initiatives opérationnelles pour améliorer la marge, le chiffre d'affaires, ainsi de suite, il y a une capacité humaine limitée. Je ne sais pas, à 5, 10 participations.
ces professionnels ont des bons salaires parce qu'ils ont des connaissances, ils ont un trac, ils ont un savoir-faire pour améliorer les marges des entreprises. Donc, au fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a des frais de gestion inhérents au private equity, qui est une classe d'actifs plus haute couture, puisque on ne peut pas faire un portefeuille de private equity hors secondaire, hein, mais un peu de 300-400 boîtes. La plupart des fonds de private equity primaires ont des portefeuilles entre 10 et 30 boîtes au maximum. Donc, ça fait qu'effectivement, cette intervention humaine qui est là pour améliorer les marges de l'entreprise font c'est compliqué d'avoir des frais de gestion comme un ETF ou comme un fonds indiciel. Et ça sera compliqué de le faire, même avec de l'IA. Alors, l'IA commence à nous aider sur le sourcing d'opportunités. La partie en amont où on essaie de sourcer des opportunités d'investissement, aujourd'hui, il y a suffisamment de données, suffisamment de matière il y a des gros gérants de private equity qui utilisent l'IA notamment pour faire du sourcing. Mais une fois qu'on a fait sourcing, pour négocier, pour exécuter le deal, pour suivre l'entreprise, l'humain reprend la main. Donc c'est complètement différent. On est d'accord que sur les marchés cotés, tu vas investir ton argent dans des actions et puis ça s'arrête là, quoi. Alors que sur les marchés non cotés, un gérant va aller se lancer dans dans l'analyse d'une PME, va essayer de faire changer la PME de division. Hein. Parfois, j'ai vu des petits dossiers passer dans certains fonds où on avait un champion local à Bordeaux dans la logistique qui faisait des pièces en caoutchouc, là, tu vois, pour les entrepôts de logistique et qui avait tout le savoir-faire et donc qui était sur toute l'Aquitaine. Et en fait, il manquait ce savoir-faire partout en France. Et lui, il se dit, est-ce que je prends les risques aujourd'hui alors que je suis une super petite société, que je suis heureux d'aller aussi me mettre à Strasbourg, à Paris, à Marseille et à Lille. Et en réalité, le fonds d'investissement qui l'a accompagné l'avait fait vraiment exploser et ça avait permis d'apporter à la fois un savoir-faire à toute la France et puis ensuite après tu peux aussi l'internationaliser en changeant de fonds, souvent avec des fonds spécialistes qui te font passer un cran puis un autre fonds spécialiste qui te fait passer un autre cran. C'est pour ça qu'il y a des fonds qui se passent un petit peu la balle, hein. Et aussi il y a des frais qui sont inhérents à cela, c'est-à-dire que je sais pas combien vous êtes de salariés chez BPI, mais il faut payer les équipes aussi, hein. Il faut payer les équipes. On est, alors, en termes de gestion, on est plus de 300 professionnels dans l'investissement, donc c'est assez considérable. Voilà, mais le cas que tu cites est intéressant, notamment en capital développement. L'idée, c'est quoi? C'est de prendre un champion régional qui va devenir un champion national européen. Et comment? Il va devenir peut-être avec l'acquisition, avec du build-up, il va acheter un concurrent ou il va s'internationaliser, il va aller à la conquête de nouveaux marchés qu'il n'adressait pas. Et pour ça, il a besoin globalement de deux choses. Il a besoin d'un partenaire financier pour effectivement pouvoir financer ses projets de développement, que ce soit l'acquisition d'un concurrent, d'adresser un marché étranger pour ouvrir des bureaux de représentation ou recruter une force de vente. Et deux, il a besoin de partenaires avec du réseau, avec un savoir-faire sur certaines thématiques comme l'internalisation, par exemple. Et ça, les fonds de private equity amènent souvent ces deux aspects. C'est des financiers qui vont amener des fonds propres, capital patient, et puis en même temps, ils vont amener une expertise sur certaines thématiques, internationalisation, croissance externe, ainsi de suite. Et ça, c'est un partenaire vraiment au-delà du financier qui est assez long terme, hein, puisque, encore une fois, sur les chiffres du capital développement, sur le buy-out, la durée de détention moyenne, c'est entre 6 et 7 ans. Yeah. Donc, il reste quand même assez longtemps. Et vous pouvez commencer à nous poser des questions dans les commentaires, comme ça on aura le temps de les lister s'il y en a quelques-unes. Et donc, ok, bien compris. Pour revenir sur les frais, donc oui, il y a des frais sur le fonds, je crois qu'ils sont de 3... Alors c'est 3,2. Alors après, les 3,2, c'est le fameux TFAM, taux de frais annuel moyen, et c'est la fusée à 2 étages. Comme tu disais, on est sur un fonds de fonds. Donc en gros, on a sur les fonds sous-jacents, c'est payé indirectement pour l'investisseur, c'est 1,60. Donc les fonds sous-jacents en moyenne, c'est 1,60. Et sur la structure propre BPI France Entreprise, sur le FCPR, c'est 1,60. Dont aussi la rémunération des distributeurs. Alors, nous, on fait des produits assez ajustés. On essaye effectivement d'avoir des frais de gestion, même si 3,20 au total, ça peut paraître très élevé. En réalité, nous, on subit 1,60, donc on détermine vraiment le 1,60 complémentaire de la premier niveau de la fusée. Et sur ça, on essaye, pourquoi de faire des choses assez raisonnables? Parce que tout ça a un impact sur le rendement final vis-à-vis pour les particuliers. Et donc l'objectif, c'est quand même
d'être entre 8 et 10% de TRI net. Donc nos modèles, quand on fait un pricing, hein, c'est comme n'importe quel produit, on intègre tous ces paramètres-là et cet objectif de rendement, il intègre effectivement ce niveau de frais. Ouais. Donc là, on peut effectivement investir dans le fonds encore jusqu'à septembre. En plus, il y a une souscription qui est full digital, qui est assez canon chez vous, à partir de 500 euros et donc jusqu'à 50 000 euros, ce qui est assez spécifique aussi. Hein. Durée de vie, on a dit de 7 à 10 ans, avec des fees qui sont quand même maîtrisés à 3,2%. En private equity, souvent, il faut comprendre la structure de frais. Elle oscille entre 2 et 3%. Et vous avez souvent un caride qui est, pour ceux que ça intéresse, le frais supplémentaire, c'est une commission de surperformance en gros. C'est-à-dire que si vous avez un fonds qui fait 8% de taux de rendement et qui passe à 10%, bah, le gérant va vous prendre 20% des performances au-dessus de 8%. Donc vous avez souvent ces notions de caride, de hurdle, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter vos conseillers systématiquement parce que c'est super intéressant de comprendre. Il faut savoir que les frais, c'est important, mais ce qui compte, c'est quand même ce qu'on met au début, ce qu'on récupère à la fin. Dans ces petites orfèvreries, on va dire, dans lesquelles on va aller chercher à vraiment accompagner une société dans son développement, il y a une structure de coût, ça donne du sens, ceci dit, à l'argent, et ça permet de générer des performances assez intéressantes. Sur les frais, je regardais juste les chiffres de France Invest. On est à des frais annuels maximum dans les règlements hein, sur 117 fonds destinés à des particuliers. Donc c'est une étude que fait France Invest qui a été publiée au 15 avril et est publique. C'est extrêmement intéressant parce qu'on voit un peu les ordres de grandeur. On est à un maximum de 3,34 sur la population de 117 et on est plutôt à des frais réels de 2,62 puisque le taux de frais annuel moyen c'est quelque chose de théorique qu'on s'impose de ne pas dépasser. Donc voilà un peu l'ordre de grandeur. Donc on est dans cet intervalle-là. Sur une structure, encore une fois, de fonds de fonds. Le fonds est plus coûteux puisqu'on a 2 couches de frais. Oui. Après, c'est le prix de la diversification. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut vous dire qu'on arrive avec un portefeuille de 76 sous-jacents qui représente 1200 boîtes. Nous, chez BPI, il n'y a pas de carry d'intérêt. C'est la banque publique d'investissement, donc il n'y a pas de carry au niveau du FCPR. On ne sera pas rémunéré s'il y a une sous-performance par rapport à ce 8%. En revanche, les fonds sous-jacents, eux qui sont des fonds de private equity de place, eux, ils ont du carry. Oui, voilà. Donc en fait, d'accord. Ok. On a 2-3 petites questions déjà auxquelles on pourra répondre. Est-ce qu'un fonds, un investisseur américain peut investir dans son... Non, alors les fonds pour l'instant de BPI France sont à destination exclusive des résidents fiscaux français. Donc ça veut dire qu'on peut être français, espagnol, belge, mais il faut quand même vivre, il faut que ta résidence principale soit en France. Pourquoi on fait ça? Parce que bon, voilà, on est un enjeu stratégique de démocratisation du private equity en France. Le papier, on va dire, est limité puisque c'est un fonds secondaire, donc on préfère aujourd'hui le réserver aux résidents fiscaux français. Parfait. Il y avait une autre question, est-ce que les impôts français sont prélevés à la source sur ce fonds? Le fonds, c'est un fonds fiscal ou pas, lui? Alors c'est un fonds, il y a 2 types de parts. Il y a une part A1 qui est une part dite de capitalisation qui bénéficie du régime fiscal de faveur, c'est-à-dire que si on la détient 5 ans et nous on ne fait pas de distribution pendant 5 ans, on est exonéré d'impôt sur la plus-value, donc c'est intéressant, ça existe, et elle peut être logée dans un PAPME. Et il y a un autre type de part, non pardon, ça c'est la part de capitalisation qui peut être logée sur un compte titre ordinaire, pardon. Et il y a un autre type de part qui est de distribution qui, elle peut être logée dans un PAPM pour bénéficier de l'enveloppe fiscale du PAPM. Il y avait des questions sur les fees et donc on y a répondu. La bonne question sur les fees aussi, c'était combien perçoit un cabinet qui distribue comme le nôtre. Chez vous, je sais plus. En moyenne, c'est max 0,7. 0,7, c'est ça. Ouais, voilà. En fait, on est très transparent. En moyenne, c'est 0,7, hein, ce qu'on perçoit en tant que... C'est max, nous, 0,7, c'est-à-dire que nous, c'est réglementairement dans la documentation du fonds, c'est 0,7 dans les frais de gestion qu'on prélève, les 1,06 du FCPR, dont 0,7 pour le max pour le distributeur. On peut peut-être récapituler un petit peu ce qu'on s'est dit, puis moi j'aimerais bien que tu me parles de 3 success stories qu'il y a eu dans les fonds pour qu'on comprenne aussi l'importance que c'est de mettre son argent au
au travail en tout cas avec le private equity. On a parlé donc de ce que c'était, comment investir dans le private equity, c'est quand même super important. Il faut comprendre que quand on a un peu de temps devant soi, de l'argent, qu'on est prêt à prendre un petit peu de risque et à y donner du sens pour investir dans l'économie réelle, on a la Banque publique d'investissement en France qui nous permet, avec son fonds, et puis on a d'autres fonds aussi hein, bien entendu, mais qui nous permettent d'aller apprivoiser un petit peu le private equity avec ce fonds, puisque la possibilité à faible montant d'aller investir dans 1200 sociétés, c'est quand même pas commun. Je crois que c'est assez unique en fait. Hein. Et les fonds comme Bex, comme ça, mais le ticket chez Bex, il est à 3 millions de dollars. Quoi. Donc, avoir un portefeuille aussi diversifié, c'est-à-dire qu'on divise 1200 par 500 euros, ça fait un investissement de à peine quelques euros par c'est 30 centimes. 30 centimes, c'est effectivement, c'est assez unique. C'est assez unique parce qu'on a une très belle boîte à outils. La boîte à outils, c'est quoi? C'est deux choses. Hein. C'est les 57 milliards qu'on gère, notamment de notre côté, qui permettent effectivement d'en trancher une petite partie, notamment là 6%, et de le mettre dans un fonds à destination des Français. Et la deuxième partie de la boîte à outils, c'est la partie humaine. Hein. C'est les équipes, c'est les 300 investisseurs dont j'ai mentionné, qui permettent de faire tous ces investissements depuis 2013 à la création de la BPI. Donc tout ça fait que la boîte à outils est assez formidable pour faire des solutions. La BPI, c'est 2013 seulement? BPI a été créé le 1er janvier 2013, mais l'expérience en investissement elle existe depuis bien avant, elle existe depuis 1998. Depuis CDC, il y a eu CDC Entreprises, il y a eu le FSI, le Fonds stratégique d'investissement, il y a eu FSI Région. Donc quand BPI a été créé par Nicolas Dufour, quand il a eu un mandat en 2013 pour créer BPI, il a fusionné un certain nombre d'entités. Donc BPI venait déjà avec une expérience dans l'investissement qui était significative. Et comme tu disais, et ça c'est important de dire, on a quand même beaucoup de chance en France d'avoir ce type d'entité qui ont une taille et qui ont une taille critique et qui peuvent animer le marché, le dynamiser et être contre-cyclique. Même pas contre-cyclique, c'est que nous, on investit quel que soit le cycle. Et ça permet de maintenir un niveau d'activité ou que certains projets de fonds, de private equity voient le jour, quel que soit le cycle dans lequel on se trouve. Ok. Et on a vu également qu'en termes de risque, de taux de rendement, il ne faut pas hésiter à poser des questions pour comprendre ce dans quoi on investit. Toujours super important, hein, c'est la phrase numéro 1 de Warren Buffett, je ne fais que ce que je comprends. Ouais. Si je comprends pas, je fais pas. Ça évitera bien des pièges, ça évitera toutes les clowneries habituelles qu'on peut voir sur les marchés et c'est quand même super important de comprendre. Donc vous avez posé aussi des questions sur le taux de rendement. Là, il y en a une qui nous dit que le TRI net moyen de 13,3 et qui passe à 10 en cas de versement ponctuel. On a glissé aussi que c'était plus 6 pour un particulier du fait d'un intermédiaire, est-ce que j'ai bien compris? La question, c'était une moyenne. Là, on est sur une moyenne. Hein. Et donc, il faut savoir qu'en plus, j'ai vu que les chiffres de France Invest étaient encore un peu trop neufs pour qu'on ait les taux de rendement, puisqu'on est dans les courbes en J. Donc, l'objectif, si on prenait historiquement les performances du private equity en moyenne, mettez cet objectif de 13,3, qu'on enlevait les appels de fonds, qu'on enlevait les fees, non pas les fees d'intermédiaires uniquement, puisqu'on a dit que les fees d'intermédiaires c'était 0,7 de frais annuels. Ça nous permettrait d'aller, tu as dit tout à l'heure, vers les 6%. En l'occurrence, là, le fonds de la BPI, il est plus aux alentours de 8-10%. Ouais, entre 8 et 10, en fonction du type de part. 8% d'objectif rendement, même s'il n'est pas garanti sur la part de capitalisation, et 10 sur la distribuante. Mais tu as raison, en fait, si on part du 13-13 du rendement institutionnel, si on enlève l'appel en une seule fois, les frais plus élevés et un peu de liquidité pour gérer le fonctionnement du fonds, France Invest atterrit sur du 6. Alors attention, le 6%, tu sais quelle est la durée de vie de l'échantillon des 117 fonds à destination des particuliers qui composent ce 6%? Elle est de 3 ans et demi. Donc au fait, l'offre de private equity, ce qui veut dire quelque chose, hein, que l'offre de private equity en France à destination des particuliers reste aujourd'hui jeune. Oui. Donc il va falloir qu'on attende quelques années pour confirmer et confirmer vers où va évoluer ce taux de rendement moyen. Oui, alors après, donc voilà, ça reste un objectif, puis il faut compter que ça compte toujours, hein, les moyennes comptent les bons fonds et les mauvais fonds. Nous, on fait aussi un travail assez important au cabinet de sélection des investissements. On n'est pas là pour parler des performances passées de BPI France 1 et de BPI France 2, même si on pourrait les évoquer. C'est vrai que ça a plutôt été costaud jusque présent. Après, les performances passées présagent pas du futur. Aujourd'hui, ceci dit, la classe d'actifs, elle représente
une opportunité d'investir dans laquelle nous on croit beaucoup et sur laquelle il va falloir aussi attendre un petit peu pour avoir des chiffres plus carrés sur les parts investisseurs. Parce que justement, on veut pas tronquer la réalité et vous montrer quelque chose qui est plus la part qui a été donnée aux institutionnels. Et puis on distribue aussi des fonds chez Cheval Patrimoine qui gère les appels de fonds, même si c'est plus compliqué et la poche d'investissement est plus importante. Si je veux faire un fonds de private equity qui investit, je sais pas, sur une quinzaine de lignes à 100 000 euros, il faut au moins avoir 1 million d'euros de patrimoine net, sinon on se l'interdit. On va plutôt faire un fonds de fonds, même à 100 000 euros. Avant, on faisait des fonds de fonds à 100 000 euros. Il faut savoir que faire un fonds de fonds à 500 euros, j'ai pas connaissance, à part des parts d'unité de compte, j'ai pas connaissance de fonds à... Non, nous on est, alors je sais pas si le seul, mais on est les seuls qui proposent en direct cet accès à un fonds très diversifié. Je reviens sur un point qui est, pour moi, il est crucial, essentiel, effectivement, pour pas te citer Warren Buffett, il faut vraiment prendre le temps de comprendre. C'est une classe d'actifs à part entière avec des fondamentaux un peu différents. Donc il faut avoir ou bien prendre soi-même le temps ou bien se faire accompagner pour comprendre, savoir quelle place ça peut prendre dans sa gestion patrimoniale, toujours dans une optique de diversification. On n'a pas dit quelque chose aussi, quand on parle de diversification, il y a une corrélation limitée par rapport au marché action. Bon, nous, quand on fait tourner les modèles, il y a une corrélation entre 0,7, 0,8, voilà. Mais au-delà de ça, ça donne accès à un univers d'investissement qui est inaccessible via le côté. Oui. Aujourd'hui, si je prends les chiffres d'Invest Europe, c'est 27 000 PME non cotées qui ont été financées par des fonds de private equity. 27 000 sociétés, c'est beaucoup plus que le top 50 ou n'importe quel indice de capi européen. Donc ça c'est important. Ça donne aussi accès à un univers d'investissement qui n'est pas accessible en dehors des fonds de private equity. Et ça, c'est la vraie diversification. Comment je peux agrandir mon univers d'investissement? Il y a beaucoup de questions en fait. Quelle est la répartition cible entre venture growth et buyout dans ce fonds à peu près? Globalement, c'est 2 tiers de capital développement transmission et c'est un petit tiers de l'innovation. Et nous, dans l'innovation, on a vraiment le capital risque qui est le plus risqué, mais on a aussi le capital croissance. Le capital croissance, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on va investir dans des boîtes qui ont des forts taux de croissance et qui sont presque au seuil de la rentabilité. Donc, on va dire, pour faire simple, 2 tiers, 1 tiers. D'accord. Quelle est la différence entre part A1 et A2? Oui. A1, c'est la part de capitalisation pour bénéficier du régime fiscal de faveur. A2, c'est la part de distribution dans laquelle, dès qu'on clôture la période de souscription, on pourrait faire des distributions et qui est notamment qui est la part qu'on peut loger dans un PAPM. Ok. Peut-on investir via une société dans une holding de participation? Oui, après oui. Non. Non. Alors le fonds est uniquement éligible aux personnes physiques. D'accord. Ok. Assez spécifique. C'est très spécifique, comme tu dis, les 50 000, le fait de ne pas avoir de personnes morales. C'est vraiment dans un enjeu de démocratisation et d'ouvrir. Nous, à la fin de la collecte, ce qui est important, c'est effectivement de collecter, mais ce qui est d'autant plus important, c'est de pouvoir démontrer que des milliers de personnes ont eu accès au fonds pour pouvoir avoir accès à cette classe d'actifs. D'accord, mais on aura des alternatives. Si vous voulez investir en private equity dans une holding de participation, on peut vous présenter d'autres choses. Est-il possible de donner la nue propriété de la part aux enfants, de démembrer les parts? Je pense que... Alors ça c'est une bonne question. On peut transférer des parts, c'est soumis à l'agrément de la société de gestion. On peut transférer des parts, et là, c'est vous me posez une colle. J'y répondrai. Ouais. J'y répondrai en privé, puisqu'on le fait. Hein. Bien sûr, des stratégies de démembrement ou de réaffectation de capitaux déjà démembrés. On a déjà beaucoup investi en private equity dans des problématiques de succession avec nos clients, et donc c'est possible. En tout cas, en private equity, ça se fait. Est-ce que ça dépend des fonds? Ça dépend aussi de la volonté des sociétés de gestion, parce que c'est complexe à gérer. Hein. Je pense que nous, on peut faire un transfert de parts, mais je pense pas qu'on puisse faire uniquement un transfert de la nue propriété. Je pense pas. D'accord. N'est-il pas préférable de partir du multiple de retour sur investissement et ensuite de convertir en intérêt composé, donc de faire du TRI, quoi? Oui. On parle de TRI là pour ça, et on a montré les deux. T'as parlé de 2 exemples tout à l'heure. Ouais, alors, pour être très transparent, quand nous on construit les modèles qui nous permettent de définir l'objectif de rendement en TRI, la personne qui a posé la question a tout à fait raison. On parle de nos multiples cibles. Oui. Et qu'on ramène à la durée de vie de 10 ans, on dit voilà, ce multiple cible, compte tenu des flux financiers qu'on a, donne ça. Donc on fait l'exercice aussi top-down,
Et on peut partir aussi du multiple cible pour calculer le TRI. Donc la personne a raison. Donc au fait, pour avoir le 8, tu as un multiple cible de 1,7, un truc comme ça. Voilà. Oui. Peut-on loger l'investissement dans une assurance vie? Pour le BPI France 2, c'était oui, mais là c'est oui. Oui. Et les partenaires, il y a des partenaires qui ont certains partenaires qui ont référencé. Oui, en plus, oui, on en a quelques-uns aussi. Je crois qu'il y a Cardiff, je crois qu'il y a quelques-uns. On pourra vous donner la liste également et vous pouvez demander aussi à votre conseiller. Et la question peut-être qui va demander un peu plus de temps, pourriez-vous préciser les critères de sélection des entreprises et vos processus d'analyse dans les grandes lignes? Alors, je ne vais pas donner le processus de sélection des entreprises, puisque et tout ça est public, vous regardez le règlement, on a des critères pour constituer le portefeuille. Rappelez-vous, on est sur un fonds secondaire, donc un portefeuille déjà constitué. Donc très simplement, on a dit, on prend 6% de nos participations des investissements que la BPI a fait en fonds propres entre 2017 et 2019. Donc 17, 18, 19. On ne fait pas de cherry picking. C'est une approche systématique parce qu'on ne veut pas qu'on nous dise qu'on a mis les bad apples dans un panier et qu'on a gardé les good apples pour nous. Donc, c'est une approche. On définit des critères formellement et on applique systématiquement. Et à ces critères, on enlève c'est dans le règlement, hein, donc tout ça est public, on applique quelques exclusions de bon sens. On va enlever des fonds de fonds pour ne pas se retrouver sur une structure fonds de fonds de fonds. Oui. Voilà, ça fait partie un peu des critères qu'on va exclure. Mais c'est assez simple, hein. On prend millésime 17, 18, 19. Ouais, c'est un alignement d'intérêt qui est quand même assez total sur la sélection de la BPI. Je pense que la question, c'était aussi de se demander finalement pourquoi tel fonds, pourquoi tel secteur, etc. Est-ce que vous avez des convictions dans des secteurs en ce moment particuliers? Alors, on a des convictions et on a, on va dire, notre conviction ou nos critères pour accompagner des fonds. Donc, on a 660 fonds de private equity en portefeuille. Donc, on accompagne notamment des fonds français, des relations existantes ou des nouvelles équipes. On fait beaucoup de nouvelles équipes, mais les nouvelles équipes doivent amener un facteur différenciateur. Elles doivent se lancer sur des choses qui n'existent pas ou sur un domaine à explorer. Par exemple, on a fait ce qu'on appelle du venture industriel. C'est entre du venture capital et l'industrie. On peut faire ce qu'on adore bien de la tech buyout. Il y a des grands acteurs en France qui font de la tech buyout. Voilà. Donc, on accompagne toujours avec une double thèse. Une thèse d'accompagnement de l'écosystème pour effectivement fueler ce continuum de financement et développer le private equity en France. Et deuxièmement, une thèse de rendement. Parce que quand BPI fait de l'investissement pour fonds propres, on a un critère de rendement qu'on doit générer pour nos actionnaires, que sont la Caisse des dépôts et Bercy, l'Agence des participations de l'État. Et l'activité de fonds génère plutôt pas mal de rendement et contribue pas mal aux résultats de BPI France, qui, pour rappel, BPI France, c'est une entité qui est profitable. On a généré presque 1 milliard et quelques de résultats nets en 2024, enfin, autour d'1 milliard. Voilà. Une question super intéressante, et celle-là, j'adore y répondre à celle-ci, c'est on annonce un TRI de net de 8% sur 7 ans pour un investissement en private equity, avec un capital totalement bloqué sur la période. Or, sur la même durée, les ETF comme le Nasdaq 100, QQQ ou le S&P 500, SPY, ont affiché des perfs supérieurs entre 15 et 18%. Alors déjà non, c'est pas 15 à 18%. Je crois que c'est 12% sur les dernières années, et c'est 10,2% parce que j'avais creusé les chiffres récemment sur les 50 dernières et sur les 30, soit 10, 11%. Avec des très faiblement chargés, 0,03. Alors ça aussi, je n'ai jamais vu un ETF à 0,03, mais un peu plus élevé. Mais en tout cas, on va répondre à cette question. Et on s'intéresse sur l'intérêt de mobiliser des fonds aussi longtemps avec une rentabilité cible inférieure et un risque non nul. Et est-ce que ça justifie ça? Et est-ce que finalement les alternatives aux ETF sont pas mieux? Est-ce que c'est un choix de prudence dans le marketing? Là déjà il y a 2 sujets auxquels je vais répondre parce que la question elle est quand même costaud. La première, c'est que moi personnellement en tout cas, je suis convaincu qu'il faut faire les deux. Quand on regarde, on a fait un webinaire avec Cheval Blanc qui était celui de dessiner le portefeuille équilibré le plus parfait possible. Et on a analysé les datas de 5 des plus grandes banques du monde en gestion de fortune. C'était Knight Frank, UBS, Goldman Sachs, JP Morgan et je sais plus, et un rapport de Capgemini.
Et on avait 25% de private equity, 25% d'actions cotées, un peu d'obligations, un peu de etc. etc. D'accord? Et on va passer là-dessus. Et après, on a analysé bien sûr les sous-catégories avec les différentes performances. L'anomalie, je pense, c'est quand même les 10 dernières années sur le Nasdaq et sur le S&P 500 où on a eu une course effrénée. Faut pas oublier que là, vous donnez des performances sur les 10 dernières années. Mais si je rentre en 2000, quand moi je suis rentré en bourse, j'ai commencé en bourse ma carrière en 2001 et que je sors en 2011, sur le S&P 500, je fais moins 15. C'est-à-dire que je prends la crise de la bulle Internet, je prends la crise des subprimes, je sors au moment de la crise grecque. Là, j'ai fait 13 ans, j'ai pas retrouvé mon capital. Que ce soit sur le Nasdaq ou sur le S&P 500. Maintenant, sur les 10 dernières années, l'histoire donne raison. Mais c'est justement là tout le secret, c'est que les performances passées ne présagent pas du futur. Et d'avoir des instruments de diversification, c'est super intéressant. Parce que si on regarde le S&P 500 et qu'on le compare au private equity, et si on pouvait choisir aussi de se dire, bah, je compare avec un fonds, je sais pas, KKR ou Thomas Bravo ou un fonds sur les CRM aux États-Unis comme Vista ou des choses comme ça qui ont fait des TRI de 30, 40, et puis après je me dis, mais pourquoi j'investis pas chez Jim Simons, il a fait 40% par an depuis 40 ans, ou sur une action de Warren Buffett qui a toujours battu le S&P 500. Je pense que là-dedans, il y a la vérité, c'est que pour se diversifier, il faut être assez diversifié pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir un espèce de portefeuille tout terrain, parce que bien courageux sont les clients, nous on les voit au quotidien qui disent oui, je vais faire ça, etc. Et puis en 2022, quand le S&P, quand Amazon perd 50%, quand Apple perd 40%, les clients ils partent en courant. Mais bien sûr, non mais ils coupent les positions. C'est la vérité du gars qui dit oui, non mais moi je regarde pas et qui a 1 million d'euros et qui est tombé à 600 000. Franchement, à 800 000 déjà, ça commence à se dire attends, je suis comme ça, je me dis c'est pas possible, je vais prendre une décision et je vais couper mon portefeuille. Le private equity, il a une qualité qui est forte. On a un début, une fin, et ça lutte contre les biais cognitifs. Il y a des études aussi qui montrent ça là-dessus. Parce que si tu bouges pas pendant 50 ans aussi, bah, tu as fait 10% par an, et puis voilà, c'est la théorie des intérêts composés aussi de se dire je mets de côté, puis je regarde pas. En revanche, on a sur le private equity ce côté loqué, avec on a le temps de réaliser les objectifs, les entreprises sont moins sous stress que si elles étaient sur des marchés cotés où tu perds parfois 50% de ta valeur dans la journée. Et donc voilà, je pense que c'est archi complémentaire. Personnellement, j'investis sur le S&P 500, j'investis sur le Nasdaq, j'investis sur des fonds aussi, sur des actions, et en private equity, et aussi dans des obligations, et aussi dans des actifs numériques, en petite partie, etc. Donc je pense que il faut peser un petit peu et faire ça. Toi, tu en penses quoi? T'aurais quoi à dire à ça? Moi, je vais compléter. Je vais être un peu provocateur, c'est-à-dire que certes, on fait un investissement pour avoir du rendement. Ça, c'est une question, mais voilà. Mais on fait de plus en plus aussi d'investissements pour donner du sens à son argent. Aujourd'hui, en France, il y a 6 000 milliards d'épargne. 6 000 milliards. Ces 6 000 milliards, très majoritairement, il y a des dizaines de milliards qui partent tous les mois, peut-être un peu moins depuis le début de l'année, vers les États-Unis. Aujourd'hui, en Europe, on a des énormes enjeux de souveraineté économique, de défense alimentaire, énergétique et autres. Qui va financer tout ça? Qui va financer tout ça? La dette, on est un peu à un niveau historique assez élevé, donc on a peut-être atteint les modèles d'un modèle de financement que par la dette. Donc il y a un enjeu de mobiliser l'épargne vers des projets utiles à nos concitoyens, français et européens. Aujourd'hui, quand j'investis dans BPI France Entreprise 3, ben, on le met, vous avez une petite participation à l'exposition à Conto. Conto, c'est une formidable histoire. C'est une formidable histoire d'une banque en ligne pour les entrepreneurs et les PME avec des services de compta et des services annexes qui a commencé en France, mais qui est en Belgique, en Espagne. Donc voilà, donc il y a aussi un côté de dire, oui, effectivement, on fait un investissement quand on achète une voiture pour se déplacer d'un point A à B pour le côté statutaire. Quand on fait un investissement, un service financier, on le fait pour le rendement. Mais on peut joindre peut-être quelque chose d'autre d'utile. Et le private equity permet de mobiliser vers des projets utiles, plus de proximité. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas s'exposer à d'autres géographies, parce que c'est la base de la diversification. Et le critère géographique en fait partie. Mais je pense qu'on a aujourd'hui énormément de marge de manœuvre
auprès des particuliers français pour exposer une partie de leur épargne vers des projets, on va dire, d'intérêt général sur lesquels on va travailler sur la décarbo, la défense, l'énergie et autres. Et ça, on est au début de l'histoire. Ouais, on est d'accord. Et là-dedans, il faut comprendre que dans un portefeuille de private equity, si tu prends un fonds classique qui a une vingtaine de lignes, dedans, tu vas avoir parfois des super champions. Tu vas avoir un Nvidia de ton private equity. Quand on parlait tout à l'heure d'un fonds qu'on citera pas, mais avec à l'intérieur une ligne qui a fait plus de x70, je crois. Et en dessous, tu vas avoir des fonds qui ont fait zéro, hein, qui sont devenus zéro. Il faut savoir diversifier, mais comparer, je pense, le Nasdaq, le S&P au non-coté, c'est un petit peu des choses qui sont différentes. Le marché américain, c'est la question aussi, hein, est-ce qu'il est pas en surchauffe à un moment donné? Est-ce que, je sais pas moi, tout à l'heure j'ai lu le top 10, investir dans le top 10 USA tout en étant liquide sur 5 ans, un minimum de détention, il est impossible de faire moins de 12% net. Alors déjà non, moi si je disais ça, je pense que je me ferais taper super fort sur les doigts. Bien sûr, aujourd'hui, est-ce que Apple peut refaire x2 dans les 3 ans et valoir 6 000 milliards? Moi, je suis un petit peu dubitatif sur le sujet, hein, parce qu'à un moment donné, la création de masse monétaire qui va en face, on parle du PIB de la France, hein, à chaque fois, il y a une profondeur de marché qui est encore inconnue pour l'intelligence artificielle. On est d'accord que aller sur ce secteur-là, oui, peut-être. Après, on a aussi des fonds en France. Je sais que BPI va sortir un fonds sur la défense, je crois, même si c'est encore un peu confidentiel. Enfin, je sais pas. Mais il y a des sujets comme ça sur lesquels on pourra aussi aller chercher nos champions. En tout cas, le private equity français, il permet d'aller investir dans des sociétés non cotées qui sont des opportunités uniques, de lutter contre ces biais cognitifs tout en générant de la performance et aussi d'aider finalement l'économie réelle du pays, puisqu'on soutient nos champions, on soutient nos PME, on soutient et Blablacar et Dailymotion et Doctolib et Mistral AI et toutes celles dont on a parlé tout à l'heure et DNA et toutes ces sociétés-là, c'est vraiment canon en fait. Hein. Conto, t'en as parlé, Memobank, j'ai vu que vous avez un portefeuille que des trucs. Il y en a plein, Exactement. Il y a des choses moi que j'aime bien, voilà, il y a des choses qui sont liées aux technologies propres. Il y a des choses on a beaucoup d'industries aussi. L'industrie, c'est important. On a à peu près, 25-30% d'industrie dans le portefeuille de BE3. Oui. De la vraie industrie, de la PME industrielle, qui est créateur d'emplois. Voilà, on pourrait parler de 1000 histoires. Après, encore une fois, sur ces 1000 histoires, comme tu disais, il y en a certains qui partiront au tapis. Mais sur un portefeuille aussi diversifié, au fait, l'impact pour que ça génère de la perte en capital, voilà, c'est pas impossible, mais on a essayé effectivement de construire un portefeuille pour mitiger au mieux ce risque-là sur une classe d'actifs qui reste risquée, puisque c'est sur mon côté. Voilà, dans la structure capitalistique d'une boîte, hein, en cas de faillite, le premier qui perd son investissement est l'actionnaire. Et après, c'est les créanciers, mais vous êtes en première ligne. On a encore 2-3 questions et après, il va falloir qu'on ferme le webinaire, hélas. Mais la première, c'était quel est le niveau de reporting prévu pendant les périodes de blocage? Est-ce que je reçois les KPI, des valorisations ou est-ce que je suis totalement dans le noir pendant 7 ans? Non, non, non. Oui. En fait, on a des rapports de gestion semestriels qui sont arrêtés au 31 décembre au 30 juin. Qu'on vous envoie sur l'espace investisseur qui vous est dédié. Donc vous pourrez bien sûr. communiquer aux investisseurs. Non, bien sûr. C'est plutôt canon et c'est plutôt. Vous n'êtes pas en blind et d'ailleurs sur le rapport annuel, vous avez la liste des 1200 boîtes. Après, Bruno, nous revenait sur Apple. Nous, on est en plafonnement, mais top 10 n'est pas top 1 ou top 3. Le top 10 des sociétés du S&P, je les connais presque par cœur, mais il va y avoir Nvidia, qui a un potentiel, encore une fois, infini. On a Microsoft aussi, mais qui est très bien valorisé. On a Apple, on a Amazon, on a Berkshire Hathaway, je crois qu'on a Qualcomm maintenant, on a Tesla, on a voilà toutes ces entreprises-là. Aujourd'hui, en termes de valorisation, attention, hein, quand on regarde les potentiels, les price earning growth et sur les 20 indicateurs de Warren Buffett, c'est pour ça qu'il est aussi liquide. Il y en a 18 qui étaient dans le rouge. Donc, il restait les carnets de commandes qui étaient pleins et
ceci dit, il y avait en termes de ratio de prix de bénéfices par rapport aux actions, c'était lunaire, hein, c'était stratosphérique. Aux États-Unis, moi je suis un petit peu mesuré quand même. Je pense qu'il faut continuer d'y investir, on ne peut pas rater le marché américain. Ceci dit, dans une stratégie de diversification dans laquelle le private equity a sa place. Et permet aussi d'avoir une poche dédiée qui lutte, comme on disait, contre ses propres biais. C'est assez important. Et la dernière question qui est intéressante, à qui profitent réellement les super deals de TRI à plus 1000 de Mistral AI? Je pense que Mistral AI, en fait, il n'y a pas eu enfin, pour l'instant, c'est de l'investissement. C'est une société qui n'est pas rentable, hein. Je pense je connais pas bien le dossier, mais encore. effectivement, BPI est investisseur. Je pense que c'est de l'investissement et que tout ça reste à construire, que ça reste un secteur clé dans lequel on a tout intérêt à être présent de façon significative. Et on a la chance d'avoir en France un champion comme Mistral. Oui, top société, top équipe, top société aussi chez BPI. Donc, utiliser Mistral AI. Ouais, moi, je suis d'accord, moi tu sais que je me force, j'avais le réflexe ChatGPT et puis je me suis dit attends, on a une boîte française et finalement quand tu réponds, il y a peu de choses près pour l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, ça se ressemble quand même pour des petits codes et des trucs comme ça, tu te rends compte que voilà, c'est plutôt équivalent quoi, hein. Et en revanche c'est français. Et ces Français, ça nous permet aussi d'avoir un espèce de ruissellement, parce que d'avoir des sociétés françaises comme ça, si ça devient le champion va attirer d'autres sociétés, et puis après il va y avoir des écosystèmes comme ça en intelligence artificielle. J'ai vu qu'il y en avait à Paris, on en a à Grenoble, on en a à Toulouse, qui sont complètement canons et qui permettent une redynamisation de l'économie locale, quoi. Et donc ça c'est super. Bon, en tout cas, le private equity, c'est une classe d'actifs qui nous convainc. On est content de vous en avoir parlé un petit peu, d'avoir la chance d'avoir Gorka. Merci Gorka. Merci beaucoup. C'était vraiment chouette. Tu as été très clair et très transparent. Si vous souhaitez investir dans le fonds, on a jusqu'à septembre. Vous pouvez nous revenir directement. D'autres questions, vous pouvez venir auprès de vos conseillers. On essaiera de vous répondre avec un maximum de réactivité. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, ciao. Merci. Au revoir.